On commence aujourd'hui le cours des séries numériques. Donc, c'est une nouvelle notion, vous ne la connaissez pas, mais finalement, ça va. Vous allez voir que c'est pas quelque chose de très étrange pour vous, c'est-à-dire vous connaissez ça, c'est un type finalement de suite. Vous allez voir, c'est un type particulier de suite. Donc, c'est quoi une série? Lorsque vous prenez une suite, vous disposez d'une suite, les termes sont UN, qui commence d'un indice, c'est-à-dire l'indice P, et vous décidez de faire les sommes des termes. Vous stockez les sommes des termes, allant de ce P-là jusqu'à N. C'est-à-dire, si je vais dessiner le stock, le S, disons que je vais commencer par l'ordre 0, ça commence par 0. Donc, à l'ordre 0, ça va être U0 et ça va être mon S0. Et puis, ça va se faire un stock comme ça. Je vais stocker à chaque étape, je vais stocker un nombre de termes. Vous voyez, donc le S1, je vais stocker le U0 plus U1, puis le S2 aussi, il contient tous les termes qui viennent avant, mais il stocke encore des termes, etc., etc. Et à l'ordre N, vous allez trouver un stock qui contient tous les termes de la suite UN, jusqu'à le terme UN, bien sûr. Donc, commençant par U0, U1, jusqu'à UN, et ça va être votre somme SN. Donc là, si on dispose d'une telle suite, S0, S1, S2, Sn, qui est créée à partir de la suite UN, cette suite-là, ça va être, on va l'appeler série sigma UN. C'est la série des UN, on va dire que c'est la série des UN. Finalement, c'est la suite des sommes. Et une somme comme ça est appelée somme partielle, associée à la série. On appelle ça somme partielle, d'ordre n bien sûr, somme partielle d'ordre n associée à la série, associée à sigma un, c'est-à-dire c'est la somme partielle d'ordre n de cette série. Donc, et là, notre un, le un, il va être appelé le terme général de la série. Donc finalement, c'est une suite, cette série-là, c'est une suite dont les termes sont des sommes. Mais maintenant, ça va plus être appelé des termes, ça va être appelé des sommes partielles. Et le terme, ça va être, le nom-terme, il va désigner le terme de la suite d'origine, à partir de laquelle on a créé ces sommations-là et à partir de laquelle on a créé la série. Donc la série, finalement, ce n'est autre que la suite de ces sommes-là, ce n'est autre que la suite de ces stocks-là. On a stocké tous les termes des UN, et là, on va obtenir la série sigma UN, la série de termes général UN. Là, c'est-à-dire, on peut dire pour n supérieur ou égal à p, ça c'est pour désigner, bien sûr, le premier terme. Sinon, on peut ne pas le désigner, c'est-à-dire comme on le fait pour les suites, parfois on ne désigne pas lorsque ce n'est pas important. Donc, on peut voir après quand est-ce que c'est vraiment important de désigner le premier terme, quand est-ce que ce n'est pas important. Donc, vous voyez comme des premiers exemples, la série sigma 0. Si ici, je suis toujours en train de stocker des zéros, et là, mon stock va être constamment nul, à chaque étape n, mon stock, ça va être nul. Je regarde ici, si je stocke par exemple, comme dans l'exemple, si je stocke moins 1 puissance n, donc si je prends moins 1 puissance n, et je suis en train de stocker, donc si je commence par 0, ça va être 1, et puis ça va être 1 et moins 1, etc. Donc 1 moins 1, puis 1, etc. Donc et là, ça va bien sûr dépendre de la parité. Vous voyez, S0 c'est 1, et S1 c'est 0, donc là c'est 1, là c'est 0, là c'est 1, etc., etc. Donc finalement, vous allez trouver donc la même chose à n'importe quel ordre n, selon la parité bien sûr, et vous allez le voir, donc ça va alterner les valeurs 1 et 0, donc tout au long, selon n. Donc vous voyez, ça va être 0 pour les impairs, 1 pour les pairs, pour les indices pairs. Et là, donc ça c'est pour ne pas imaginer que le stock qu'on est en train de stocker là, il est en train de croître. Il n'est pas forcément en train de croître. Donc ici, il peut se simplifier comme celui-là parce que auparavant on ne connaît pas qu'est-ce que ça contient. Ça peut contenir des trucs qui se simplifient. C'est-à-dire, ça peut commencer par des trucs très grands. C'est-à-dire, tu peux commencer par des trucs comme dans un stock, tu peux commencer par 10 à la puissance 6, après donc 10 à la puissance 6 comme U0, après donc avoir je sais pas 100, et après donc les mêmes, etc., des termes, c'est-à-dire des termes d'une certaine grandeur, et après, donc tout d'un coup, c'est-à-dire ici, il y a des termes qui passent ici, et tout d'un coup, vous trouvez, par exemple, un terme au moins 10 à la puissance, je ne sais pas, à la puissance 27.
C'est-à-dire vous trouvez des termes qui écrasent tout ce que vous avez construit. Donc ce n'est pas toujours dans un ordre comme ça qui est en train d'agrandir, qui est en train de croître. Donc voilà, on n'imagine pas qu'une somme, c'est un truc qui est toujours en train de croître. On peut avoir des valeurs qui écrasent tout ce qui vient avant. Après aussi, on peut avoir des valeurs complexes. Série numérique, c'est-à-dire on peut stocker des complexes. Mais juste, lorsque je l'ai dessiné comme ça, c'est pas pour croire que c'est en train de grandir. Non, c'est un stock, mais il peut contenir des trucs qui se simplifient et qui vont après donner un truc qui soit très petit ou qui soit négatif, etc. Donc, déjà, donc vous voyez, l'exemple d'un truc qui croît, c'est lorsqu'on somme pour un égale à 1. Et là, 1 et 1 et 1 et 1, donc là, ça croît. Bon, lorsqu'on somme des trucs positifs, vous le voyez, ça va croître comme ça. C'est pas le cas lorsqu'on alterne ou on somme des trucs négatifs. Bon, en négatif, ça va toujours décroître, mais lorsqu'on somme des trucs de signes alternés, et là, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, comme dans ce cas. Donc, quand on somme les 1, vous voyez, à chaque étape Sn, on trouve n plus 1, de 0 à n. Vous le voyez, donc, lorsqu'on somme des 1. Donc, 1 et 1, 1 et 1, donc, etc. Ça va être 1, 2, 3, 4. Donc, Sn, ça va être n plus 1, comme l'indique l'exemple 3. Donc, finalement, comme vous le voyez dans la remarque, on l'a dit, les séries, finalement, forment un type particulier de suite. Donc, c'est la suite des sommes des termes d'une autre suite. Donc, ça, c'est la suite d'origine. Et puis, on va sommer les termes de cette suite et on va obtenir ce qu'on appelle série. Donc, finalement, c'est une suite, mais juste, on change de terminologie. C'est-à-dire, on traite les suites, mais avec une nouvelle terminologie. C'est-à-dire, la terminologie, c'est-à-dire, on change les noms. On ne va pas appeler suite, on va appeler série, mais c'est la suite des sommes. On ne va pas appeler terme de la suite, on va appeler somme partielle. Et le terme, ça va désigner le terme de la suite d'origine. Donc ça, c'est le terme. UN, c'est le terme. Une série de termes général UN, de sommes partielles SN. Et ça, c'est la série sigma UN. Donc on change les appellations, on change la terminologie. Voilà, donc on continue alors avec ce changement de terminologie. Comme toutes les suites, cette série, elle a le droit de diverger ou de converger. C'est ce qui concerne toutes les suites. On connaît les suites, on sait qu'une suite, elle va ou bien converger ou bien diverger. Donc, on va dire que la série converge si la suite des SN converge. Et voilà, donc c'est très simple, en la traitant comme une suite des sommes. Si la suite des SN converge, donc notre série converge. Donc, a priori, ça n'a pas de relation vraiment avec est-ce que notre UN converge ou pas. Donc, jusque-là. Mais après, on va voir un peu les relations, si l'un implique l'autre ou s'il n'y a aucune relation vraiment. Mais jusque-là, c'est la convergence des sommes. C'est-à-dire, on ne va pas regarder la convergence des UN, c'est la convergence des SN pour faire converger, pour que la série converge, pour dire que la série converge. Donc, la série converge si la suite des sommes partielles converge. Voilà. Dans ce cas, la limite des SN finalement. Donc, dans ce cas, la limite va être appelée somme totale. Donc, on va changer de terminologie. On ne va pas dire limite de la série, on va dire somme totale de la série. C'est un peu la continuité de l'appellation avec somme partielle, c'est-à-dire jusqu'à un ordre n, c'est la somme partielle. Lorsque vous continuez le stockage, donc, et là je vais refaire un peu le dessin. Donc, si on continue notre stockage, donc on fait notre stock, comme ça, etc. Et puis à la fin, on a ça, c'est l'ordre n. Et puis à la fin, je vais aller à la limite. Si ça converge, ça va converger vers un truc qui va être, c'est-à-dire qui va limiter tout le monde, c'est-à-dire lorsque n tend vers l'infini. Donc ça c'est Sn, donc tu arrives avec Un ici, donc tu commences avec U0 par exemple, là c'est S1, U0, U1, voilà, S2, donc U0, U1, U2, etc. jusqu'à Sn, U0 et puis il y a tout le monde, et puis ici il y aura une somme totale. La limite, ça va être appelé somme totale, lorsque ça converge bien sûr. Donc, une somme totale, S par exemple, ici je vais dire S, généralement on note ça S, donc c'est la limite finalement de la suite, donc ça c'est limite des Sn. Si ça se trouve, donc c'est limite des Sn, et finalement elle prend tout le stock, U0, U1, etc. Mais jusqu'à, il n'y a pas un UN qui limite ça, c'est juste une limite des Sn.
et elle va stocker tout le monde. Finalement, on va dire que la somme de tout le monde, et déjà, on la note comme ça. C'est la somme n allant de 0 à plus l'infini, en fait de P, premier terme, de tous les UN. Et là, c'est notre S. C'est la somme totale. On la note comme ça. On ne va plus noter, c'est-à-dire c'est la notation, c'est pour dire c'est limite lorsque, je vais dire grand N tend vers l'infini, de la suite, c'est-à-dire des sommes partielles, comme ça, S grand N. Mais finalement, on la note comme ça. C'est une nouvelle notation. Et finalement, c'est pour désigner la limite des sommes partielles. Ce sont les sommes partielles. Là, j'ai utilisé le petit n, et j'ai mis le grand N pour désigner les sommes. C'est pas grave, l'essentiel. Donc ça, c'est S grand N, disons. Donc c'est la limite des Sn, finalement. On la note comme ça. On ne va plus la noter limite. On va la noter, finalement, sous cette forme-là, somme totale. On l'appelle somme totale et on la note avec cette sommation infinie. Très bien. Elle est dite divergente lorsqu'elle ne converge pas. Voilà. Et bien sûr, il y a les cas qu'on connaît. Si c'est complexe, diverge veut dire n'a pas de limite, carrément. Si c'est réel, c'est-à-dire si on stocke les termes réels, ça peut diverger pour ne pas avoir de limite, mais ça peut aussi aller vers plus l'infini, c'est-à-dire les sommes partielles peuvent aller vers plus l'infini ou moins l'infini, c'est-à-dire elles peuvent aller vers l'infini. C'est comme le cas, c'est ce qu'on a fait exactement dans le cas des suites, c'est-à-dire ça garde toutes les propriétés des suites. C'est un type de suite, c'est-à-dire ça garde toute la théorie qu'on a vue pour les suites. Mais ce qu'on va faire, c'est de lui ajouter des critères propres à lui, ce type-là appelé série. Donc ce qu'on va ajouter dans ce chapitre, c'est de entamer ce qu'on appelle la théorie des séries, c'est-à-dire des règles, des théorèmes, des critères de convergence ou de divergence ou des méthodes de traitement qui finalement facilitent le truc pour ce type de suite, qui n'est pas valable pour les autres types de suites qui ne sont pas formés de cette forme-là, qui ne sont pas formés en forme de somme d'une autre suite. Ok, donc ici les remarques, donc ne pas confondre ce signe-là et le signe qui désigne la série. Oui, ça c'est la série, c'est pas la somme totale, ça c'est la somme totale. Donc lorsque je note comme ça, ce sont des notations internationales, donc on a choisi de noter n allant de p à plus infini pour désigner la somme totale, c'est-à-dire la limite, et comme ça, cette notation n supérieure ou égale à p de un pour désigner la série. Donc ne pas confondre ces deux notations pour ne pas avoir des problèmes. Donc on respecte la notation pour bien, c'est-à-dire pour bien traiter les problèmes qui concernent les séries. Donc voilà, ça c'est la série. Ça c'est somme totale. Somme totale, ce qui veut dire limite. Comme on a dit, c'est comme si c'est un contraste entre somme partielle qui arrive jusqu'à n et somme totale qui va sommer tout le monde. C'est pour ça la limite est appelée somme totale. C'est en contraste avec l'appellation somme partielle. Après, on va voir quelques exemples. Bon, vous voyez, exemple de la série D1. La série D1, là où on va avoir Sn est égal à n plus 1. Donc, pour l'exemple, premier exemple. La série D1, la série sigma 1. Son Sn qui est égal à n plus 1. Et là, elle va diverger parce que ce Sn-là, lorsque n tend vers plus infini, ça tend vers plus infini. Bien sûr, c'est une série divergente. Donc voilà, vous pouvez voir même que si vous sommez n'importe quelle constante, au lieu de ça, vous allez voir que ça va diverger. Donc parce que pour n'importe quelle constante, à part la constante nulle, à part le sigma 0 qui converge vers 0, parce que constamment, à chaque étape, c'est égal à 0. C'est toujours Sn qui est égal à 0. Donc à la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, ça va être 0. Donc finalement, mis à part ça, si vous faites un sigma c, le Sn, ça va être n plus 1 fois c, lorsque vous commencez par 0, bien sûr, pour n supérieur ou égal à 0. Donc, le n plus 1 fois c, et là, donc vous allez avoir, selon le c, votre limite infinie. Voilà. Donc, ou bien, si c'est complexe, on va voir après, on va dire qu'une série complexe ne va converger que si et seulement si sa partie réelle et imaginaire convergent. On va le dire, et même si c'est complexe, ça va diverger dans ce cas. Ça ne va pas diverger vers l'infini, mais ça va diverger. Mais l'essentiel ici, toutes les séries constantes, à part la constante nulle, divergent, à l'exception de la série nulle. Donc, la série des n,
Donc, si vous sommez les n carrément, n dans n. Et là, si on calcule notre Sn, ça va être la somme des cas, vous la connaissez, de 0 à n, vous la connaissez. Donc, la somme des cas, c'est une somme arithmétique et ça va être n fois n plus 1 sur 2. Mais là, ça diverge, bien sûr, ça diverge par excellence. Et là, ce sont des séries divergentes. La série des n, elle est divergente. Il y a aussi donc, une série qu'on doit après connaître, comme on connaît la suite en question, c'est la série sigma dqn. Q puissance n est connue, c'est la somme, c'est une suite géométrique. Et là, on va obtenir ce qu'on appelle la série géométrique. Lorsque le module est strict inférieur à 1, et lorsqu'on calcule la somme partielle, on trouve ça. On trouve le calcul connu qui donne, donc là pour module inférieur strict à 1, déjà j'ai pas c'est-à-dire l'alternative Q égale à 1, donc là, je pourrais alors avoir cette somme-là. Et puis, lorsque module de Q est inférieur strictement à 1, vous voyez que ça tend vers 0. Ça, on le connaît depuis le chapitre des suites. Lorsque module de Q est strictement inférieur à 1, là, vous voyez que Q puissance n plus 1 va tendre vers 0. Donc, tout le monde ici, ça c'est Sn. Donc, le calcul ici va converger vers 1 sur 1 moins Q. Très bien. Donc, cette série-là, alors, converge. Et sa somme totale, donc on pourrait écrire comme ça, c'est ça la somme totale, de 0 à plus l'infini, de Q puissance n, est égale carrément 1 sur 1 moins Q. Donc là, c'est une limite. C'est la limite qu'on a calculée maintenant. C'est la somme totale de la série qu'on appelle la série géométrique. C'est une série de référence. Série de référence, ça veut dire une série connue. C'est-à-dire on doit connaître ça. On doit connaître que pour module de Q strictement inférieur à 1, cette série-là, qui est appelée la série géométrique, pour une raison de module strictement inférieur à 1, est convergente et que sa somme totale est égale à 1 sur 1 moins Q. Très bien. Donc finalement, l'étude d'une série, comme l'indique la remarque, ça revient à étudier la suite des sommes partielles, comme on l'a dit. Ce qui change, c'est un changement de terminologie. Donc, on appelle série au lieu de suite, somme totale au lieu de limite, somme partielle au lieu de dire terme de la suite, et puis le terme, ça va être le UN, donc celui de la somme d'origine, de la suite d'origine. Donc, il y a une suite d'origine UN à partir de laquelle on construit la série en construisant les sommes SN, et là, ça devient la série. Donc, très bien. Les opérations sur les séries, vous le voyez, somme de deux séries est une série. Si Sn et Sn' sont deux séries, et si Sn et Sn' sont convergentes, la somme sera convergente. Lorsque ce sont des suites, et puis on va le faire pour les séries, bien sûr. Si ce sont des suites, Sn et S', si ce sont des suites, alors leur somme est convergente, de suite convergente, leur somme est convergente. Si une est convergente, l'autre est divergente, la somme sera divergente. Si les deux sont divergentes, on ne peut rien dire. Là, c'est le rappel avant la proposition. Et là, c'est juste pour rappeler. Et ces propriétés-là des suites qu'on exploite pour expliquer donc, le truc pour les séries. Donc, la proposition 1, 2, 1, elle vous dit, si sigma un et sigma vn sont deux séries à terme dans K, donc on appelle la série somme, c'est la série de terme général un plus vn. Et finalement, si les deux convergent, la somme converge, la série somme converge, et la limite qui est la somme totale, ne sera que la somme des deux sommes totales. Si l'une diverge et l'autre converge, on aura une série somme divergente. Si les deux séries divergent, alors on ne peut rien conclure. Et là, des exemples simples, vous pourrez prendre la série sigma d1 et sigma d-1 sont toutes les deux divergentes, mais lorsque vous sommez, en partant de n égale à 0, vous trouvez constamment 0. Donc vous le voyez, lorsque vous prenez somme des 1 partant de 0, somme des moins 1 partant de 0, là vous allez dire c'est écrit sigma 1, sans indiquer que ça part le départ que c'est 0. Lorsqu'on n'écrit pas le départ, ou bien que le départ est évident. Si le départ est évident, vous pouvez ne pas l'écrire. Qu'est-ce que ça veut dire départ évident? C'est-à-dire n supérieur ou égal à 0, c'est évident, parce que rien n'empêche de commencer par 0. Très bien. Donc, je ne l'écris pas. Si je ne l'écris pas, vous comprenez que c'est à l'envers de 0. Après, si j'écris n supérieur ou égal à 10, là, parce que je le veux. Parce que je veux commencer ça à partir de 10. Mais si j'écris rien, c'est-à-dire je commence à partir de 0. Donc, vous voyez, je donne un autre exemple. Si j'écris la série
par exemple, la série sigma 1 sur n, sans rien écrire pour l'indice de départ. Mais là, c'est clair, ça doit commencer par 1. Donc, parfois, même sans avoir besoin de l'écrire, vous comprenez que ça commence par l'indice convenable. Donc ici, ça commence par l'indice 1. n supérieur ou égal à 1. Très bien. Donc on continue. La série sigma 1 et sigma moins 1, lorsqu'on commence par 0, constamment, chaque somme Sn va être égale à 0. Parce que constamment, vous allez faire 1 plus moins 1, 1 plus moins 1, 1 plus moins 1, ça va être toujours 0. Donc voilà un exemple très simple, très évident, de séries divergentes. Et là, lorsque vous sommez, ça converge. Et si vous faites par exemple la somme sigma 1 plus sigma 1, et là ça va être sigma 2 qui diverge. C'est-à-dire, vous pouvez trouver tous les cas. Somme de deux divergentes qui divergent, somme de deux divergentes qui convergent. Tous les cas sont possibles lorsque les deux divergent. Alors, pour continuer, pour lambda dans le cas, lambda constante, la série lambda sigma un, c'est la série finalement de terme général lambda un, c'est-à-dire le lambda qui sort. Ce qu'on veut dire ici par cette propriété, c'est qu'une constante, elle peut sortir et ressortir d'une série. Donc voilà, c'est la série sigma lambda un, c'est finalement la série lambda sigma un. C'est la même chose finalement. Très bien. Et pour lambda non nul, ces deux séries-là ont même nature, bien sûr. Plutôt, pour lambda non nul, ces deux séries-là qui ont même nature. Pour lambda non, ces deux séries-là sont égales. Mais pour lambda non nul, les deux séries, sigma un et sigma lambda un ont même nature. Ici, vous pouvez alors changer, c'est une petite faute de frappe que je viens de faire attention maintenant, je viens de le voir maintenant. C'est ces deux séries-là qui ont même nature. C'est écrit ces deux séries-là. Ce qui est écrit devant vous, c'est ces deux séries-là. Non, ces deux séries-là sont égales, bien sûr, elles auront la même nature. Mais ces deux séries-là dont on parle, lorsque lambda est non nul, les deux séries ici ont même nature. Qu'est-ce que ça veut dire en même nature finalement? Nature de convergence. Donc on pourrait le mettre comme remarque, c'est-à-dire vous le retenez comme généralité. Lorsqu'on dit nature d'une série veut dire convergence ou divergence. C'est nature de convergence finalement, convergence ou divergence. Ça ne veut pas dire autre chose, nature d'une série. C'est convergence ou divergence. Donc, ces deux-là ont même nature. Qu'est-ce que ça veut dire en même nature? En même nature, c'est-à-dire si l'une converge, l'autre aussi, si l'une diverge, l'autre aussi. Quand est-ce qu'en même nature? Quand est-ce qu'elles ont même nature? Là, c'est si et seulement si lambda est non nul. Parce que si lambda est nul, celle-là converge, mais celle-là, elle peut faire n'importe quoi. Donc, ici, c'est ces deux-là qui ont même nature. Donc, c'est écrit devant vous, lambda sigma un avec sigma lambda un. C'est pas vrai, c'est-à-dire, c'est vrai, mais c'est évident. Ce qui doit être écrit, c'est sigma lambda un et sigma un qui ont même nature. Ok? Et là, vous aurez, dans le cas de convergence, que la limite des sommes, c'est-à-dire la somme totale des lambda un va être n'est que lambda fois la somme totale des un. Très bien? C'est-à-dire la somme totale de la série des un. Donc, très bien. Voilà, comme conséquence de cette linéarité, on peut voir que une série sigma Zn converge que si et seulement si la série de ses parties réelles et ses parties imaginaires convergent. Et la série sigma Zn bar converge aussi si et seulement si réel et imaginaire convergent. C'est-à-dire parce que Zn bar et Zn finalement sont reliés par l'une prend le i, l'autre prend moins i. Donc finalement, elles ont modulo infini moins. Elles ont la même partie réelle et la même partie imaginaire modulo infiniment. Donc finalement, elles auront les mêmes conditions de convergence ou de divergence. Donc, et comme ça se passe pour les suites. Donc pour les suites, on l'a bien dit, on l'a bien prouvé, qu'une suite UN est convergente, c'est seulement si sa partie imaginaire et sa partie réelle convergent aussi. Donc voilà. En cas de convergence, on ne cache pas de secret ici, en cas de convergence, la somme totale des Zn ne va être que la somme totale des parties réelles plus i fois la somme totale des parties imaginaires. Donc ça c'est très évident. Et ce qui implique même que partie réelle de la somme totale des Zn ne va être que la somme totale des parties réelles de Zn, etc. Ce sont les conséquences de la linéarité.
Et même la somme totale des Zn bar ne va être que la somme totale des Zn, le tout bar. Donc ça, c'est conséquence de cette linéarité. Donc, vous le voyez ici, ce sont les propriétés de linéarité. Vous voyez ici, on n'a pas parlé de la série produit. Et là, ce n'est pas dans votre programme de première année, vous allez parler de ça en deuxième année. Donc, vous avez vu, on a parlé de la somme de lambda fois la série, c'est-à-dire toutes les propriétés réelles, imaginaires, les propriétés linéaires. On a parlé de la linéarité de ces propriétés, mais on n'a pas parlé du produit, ce n'est pas dans votre programme de première année. Donc là, on vous dit, voilà, et là non plus, ça ne va pas être égal à sigma des produits. Hein. Ça ne va pas être égal. Donc vous pouvez le tester même sur des petites sommes. Hein. Lorsque vous faites une somme Sn fois une somme Sn', une qui somme des UK, l'autre qui somme des VK, vous n'allez pas trouver, lorsque vous faites le produit, vous n'allez pas trouver la somme des UK fois VK, bien sûr. Donc, vous n'allez pas trouver ça. Et là, vous allez voir qu'est-ce que vous allez trouver en deuxième année. Ce n'est pas dans votre programme de première année. Donc, un premier exemple, c'est déterminer les sommes totales des séries sigma cos n sur 2 puissance n et sigma sin n sur 2 puissance n partant de 0 les deux. Donc, l'exemple, il vous dit donc de trouver donc sigma cos n sur 2 puissance n, sigma sin n sur 2 puissance n. Donc vous allez voir, c'est un chapitre qui n'est pas théorique, hein. C'est un chapitre calculatoire par excellence. Et même, il n'est pas difficile, il est facile. Donc là, je vous recommande de ne pas... donc on a tendance, lorsqu'on étudie la série première fois, la première impression, c'est de toujours regarder, c'est de toujours avoir l'envie de voir cette convergence ou cette limite. Non, regardez le tout, la somme. Ce que vous connaissez ici, c'est la somme des 1 sur 2 puissance n, parce que déjà, on a vu la géométrique. Donc, vous pouvez commencer à avoir des relations, à voir est-ce qu'on peut établir des relations avec ça. Et là, vous le voyez, si on fait appel à ce qu'on a vu avec partie réelle et partie imaginaire, vous voyez que ça c'est réel de exponentielle in sur 2 puissance n. De même pour sinus. Hein. Donc, et là, une fois où vous écrivez que ça c'est la partie réelle, comme ça existe devant vous dans la correction, si vous allez vers ce terme-là, et si vous écrivez sa série, la série de ce terme, et là, ça va être la série, finalement, géométrique de raison exponentielle i sur 2. Voilà. Le module de exponentielle i sur 2, vous voyez, l'exponentielle i, le module est égal à 1. Donc, le module ici est égal à 1,5, qui est bien strict inférieur à 1. On est dans le cas de convergence qu'on a traité tout à l'heure. Très bien. Donc, ce qu'on fait ici, c'est la chose suivante. Donc, directement, cette série, elle converge, et sa somme totale, on la connaît. On la connaît, sa somme totale. C'est 1 sur 1 moins la raison. Donc, vous pouvez ici un peu rectifier comme je l'écris là-bas. C'est 2 sur 2 moins exponentielle i. Donc, finalement, ces deux séries-là vont converger parce qu'elles forment la partie réelle et la partie imaginaire de cette somme-là. Donc, ces deux séries, elles vont converger. Et finalement, vous obtenez les sommes en calculant partie réelle ici et partie imaginaire. Vous allez calculer partie réelle et partie imaginaire de ce que vous avez obtenu. Donc, la somme, vous allez dire d'où la somme cos n sur exponentielle in, qui n'est autre que réelle de cette série, converge, et l'autre aussi converge, de même pour sinus, et vous allez dire juste et la somme totale, n allant de 0 à plus l'infini, de cette série par exemple, est égale partie réelle de ce qu'on a fait tout à l'heure, 2 sur 2 moins exponentielle. Donc voilà, et là vous allez obtenir les deux sommes à partir de la somme de exponentielle i sur 2 à la puissance n. Donc finalement vous pouvez trouver, lorsqu'il y a cosinus et sinus, vous pouvez un peu réfléchir à ça.
Donc là où il y a cosinus et sinus dans une série, vous pouvez voir ça comme partie réelle ou imaginaire d'une autre série connue ou bien facile à étudier. Donc là, vous allez voir que tout au long de ce chapitre, on va essayer de ramener les problèmes généralement à des séries de références qu'on connaît déjà. Donc, une des méthodes, lorsque vous voyez cosinus ou sinus, vous pouvez réfléchir à le voir comme réel ou imaginaire d'une série connue. Donc voilà une méthode lorsqu'il s'agit d'un cosinus ou d'un sinus comme ça. Donc là, vous remarquez que la relation avec les premiers termes d'une série, donc vous le voyez, les relations entre premiers termes d'une série, vous voyez que les premiers termes sont toujours stockés. Premier terme, c'est pas juste le U0, c'est-à-dire tous les termes jusqu'à un ordre donné. Donc vous le voyez, la série, elle stocke toujours ces termes. Donc la série, elle stocke toujours ces termes. Donc c'est pas comme les suites. Vous vous souvenez des suites? Lorsqu'on a parlé des suites, on a bien dit que une suite, c'est-à-dire lorsque le temps passe, c'est-à-dire lorsque le n avance, une suite, elle oublie ses premiers pas. Elle oublie ce qu'elle a fait et on s'intéresse à partir d'un certain rang. On a appelé ça, on a dit, une suite oublie son passé. Parce que finalement, ce qui intéresse une suite, ce qui l'intéresse, c'est son avenir à partir d'un certain rang. Ce n'est pas le même cas pour une série. Elle n'oublie pas les premiers U0, U1, U2, c'est-à-dire elle va jamais les perdre. Elle va toujours les garder. Parce que le stock, ici dans le stock, on ne perd rien. Donc tout se transmet jusqu'à la fin. On va trouver tout, même dans la limite qui est appelée somme totale. Parce qu'ici, on est en train de sommer. Donc lorsqu'on est en train de sommer, on ne va rien perdre. On est en train de stocker et tout le stock va être transmis jusqu'à la limite. Donc on peut dire ici que une série n'oublie pas son passé. Une série n'oublie pas ses premiers termes. Donc, mais vous pouvez voir que la nature de convergence ne diffère pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'enlève des points de ce stock, je viens ici et je décide d'enlever ces deux-là. Et là, ils vont être enlevés tout au long. Est-ce que j'obtiens toujours une série convergente? Oui. Oui, bien sûr. Donc, est-ce que c'est la même somme totale? Non. Vous voyez que de la somme totale, j'ai enlevé ces deux-là. Mais ça converge toujours. Donc, vous le voyez, c'est détaillé un peu sur l'exemple des séries géométriques privées de quelques termes. Donc là, vous voyez que la nature de convergence ne diffère pas, ne change pas si on change un nombre fini de termes, c'est-à-dire s'il y a un nombre fini qui est éliminé ou qui est changé ou n'importe, mais la somme totale ne reste généralement pas la même. On peut dire, c'est-à-dire ça peut influencer la somme totale. On peut dire alors qu'une série n'oublie pas ses premiers termes. Pourquoi elle ne les oublie pas? Parce qu'on les voit finalement dans la limite, dans la somme totale. Mais en termes de nature de convergence, un nombre fini de termes ne dérange pas la série. Un nombre fini de termes. Si ça devient infini, ça deviendra autre chose. Mais c'est fini. Un nombre fini de termes ne dérange pas la série. Donc là, vous voyez, par exemple, la série sigma 2 puissance moins n pour n supérieur ou égal à 2, vous voyez qu'elle converge parce que finalement c'est une série géométrique privée de deux termes, privée de U0 et U1, c'est-à-dire de 2 puissance 0 et 2 puissance moins 1. Donc elle est de raison 1,5, elle est privée de ces deux premiers termes. En effet, si on veut le voir, on écrit Sn allant de 2 à n, ça devient la somme allant de 0 à n mais privée des deux premiers termes. Très bien, et ça converge, parce que la somme de 0 à n converge, mais ça converge vers quoi? Le même calcul, c'est 1 sur 1 moins 1,5, c'est pour la somme de 0 à n, mais moins les deux termes que j'ai enlevés, donc moins 3,5. Donc finalement, voilà, la somme totale n'est pas la même, parce que j'ai enlevé deux termes, donc la somme totale n'est pas la même. Donc elle est convergente, mais elle converge vers la somme totale de l'autre série, moins les deux termes qu'on a enlevés. Plus généralement, si vous commencez une série géométrique à partir d'un indice P, ça va être finalement 1 sur 1 moins Q, moins la somme des termes que tu as enlevés. Donc finalement, si vous faites le calcul, vous trouvez que c'est Q puissance P sur 1 moins Q. Donc ici, vous voyez, alors, lorsqu'il s'agit de voir la nature d'une série, c'est pas grave si on note pas
le premier terme, mais lorsqu'il s'agit de calculer sa somme totale, il est impératif de noter son premier terme. Donc là, si je note ça, si j'écris ça, par exemple, si j'écris cela, je vous dis converge ou diverge, vous allez me dire ça converge. C'est géométrique de raison 1/2. Si je vous dis somme totale, vous allez dire veuillez indiquer s'il vous plaît le premier terme. Si vous ne l'indiquez pas, on va le mettre par défaut 0. Si vous ne l'indiquez pas. Mais si vous voulez un autre premier terme, veuillez l'indiquer parce que pour calculer une somme totale, il nous faut le premier terme parce que ça doit être comptabilisé. Tous les termes doivent être comptabilisés pour calculer une somme totale. Donc voilà, c'est ça le truc pour les séries. Donc vous le voyez, comme on l'a écrit, donc vous allez voir que donc Q puissance n, n supérieur ou égal à P converge et lorsque module de Q est inférieur strictement à 1 et elle converge et sa somme totale, on l'a bien dit, ça va être 1 sur 1 moins Q moins ce qui vient avant, donc moins la somme de ce qui vient avant. Et là, vous allez faire le calcul, tout calcul fait. Donc de 0, je m'excuse. Donc de 0 à P-1, c'est-à-dire c'est la somme de 0 à l'infini et j'ai enlevé les termes de 0 à P-1. Et là, ça y est, ça vous donne tout simplement Q à la puissance P sur 1 moins Q. On pourrait le voir ici, hein, si on fait sortir Q à la puissance P et ça devient Q à la puissance N moins P, puis on change d'indice, c'est-à-dire on peut le voir comme ça. On peut faire ça sur une somme totale, sur une somme infinie, hein. Vous pouvez le faire. Une fois ça converge, vous pouvez faire tous les calculs que vous voulez. C'est-à-dire je vais faire sortir le Q puissance P, on l'a bien dit dans les opérations, une constante lambda peut sortir, même d'une somme totale, même d'une somme totale. En cas de convergence, on a dit, même d'une somme totale, une constante, elle sort et elle entre. Vous l'avez vu lorsqu'on a traité donc, les relations entre les séries, c'est-à-dire la linéarité, etc. Et là, vous allez voir dans Q puissance P, comme ça, et là, on change d'indice. L'indice devient, donc ici, c'est Q puissance P, et l'indice devient 2, 0, mais l'indice supérieur, ça va toujours être plus l'infini, hein. Donc vous allez reculer de P, donc ça va être la même chose. Ça va être toujours plus l'infini. C'est toujours la limite qui tend vers plus l'infini. Parce que toujours même n moins P, il tend vers plus l'infini. Et là, ça va être Q puissance n. Très bien, ça c'est Q puissance P fois 1 sur 1 moins Q. Et vous obtenez le même résultat. Donc vous le voyez. Voilà. Ça, c'est un exemple pour la série géométrique et c'est toujours le cas lorsqu'une série converge, même si on ne commence pas par le même premier terme, la nature de convergence reste toujours la même. Mais la somme totale, a priori, ne reste pas la même. Voilà. Donc, maintenant, un autre aspect des séries, c'est la divergence grossière. Donc, divergence grossière, ce qu'on appelle la divergence grossière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire divergence grossière? Donc le théorème, bon, c'est pas un théorème très difficile, déjà la preuve est une ligne, mais ce que lui donne le statut d'un théorème, c'est une importance pratique. Dans la pratique, c'est très important de voir ça. Il dit que si la série converge, alors forcément UN tend vers 0. Le UN, hein, c'est-à-dire le terme de la suite d'origine, le petit terme général, il tend vers 0 si sa série converge. Si la série converge, forcément, son terme général tend vers 0. C'est très simple de le voir dans la preuve, c'est juste lorsqu'on fait somme partielle Sn moins 1, là, c'est à l'infini, c'est-à-dire que vous pouvez commencer même pour n égale à 10, pour éviter que le n moins 1 ne soit pas défini, c'est-à-dire que vous pouvez commencer par n'importe quel indice que vous voulez. L'essentiel que Sn moins 1 c'est égal à Un. Et là, vous voyez, si la série converge, ça tend vers la somme totale, S, et ça tend vers la même somme totale, S, si votre série converge. C'est-à-dire, si la série converge, parce que ça, c'est le départ, si la série converge, ça converge vers la même limite, bien sûr, et là, ça va être, la limite sera 0. Donc, par unicité de la limite, tu dois ici avoir une limite nulle, voilà, par une simple égalité. Ça y est, donc si la série converge, alors la limite de UN va être égale à 0. Ce qui est très important, c'est la conséquence. C'est la forme négative, c'est la contraposée.
La contraposée, c'est-à-dire si UN ne tend pas vers 0, alors la série diverge. C'est ce qu'on appelle la divergence grossière. Donc une première étape, c'est de voir si votre terme UN tend vers 0. Si votre terme UN tend vers 0, votre série peut converger comme elle peut diverger. Mais si votre terme ne tend pas vers 0, votre série diverge. Donc la conséquence, déjà ici j'ai parlé de la réciproque et on va reparler. L'essentiel, la première conséquence, c'est la contraposée, donc qui vous donne UN ne tend pas vers 0 implique que sigma UN diverge. Directement. Si UN ne tend pas vers 0, alors la série sigma UN diverge. On dit que c'est une divergence grossière. Qu'est-ce que ça veut dire divergence grossière? C'est-à-dire, ce n'est pas une divergence qui a nécessité une étude fine du terme, etc. C'est une divergence dès le début. UN ne tend pas vers 0, dès le début, c'est une série divergente. Déjà, vous pouvez le voir, par exemple, un premier exemple, déjà vous le voyez, c'est la série géométrique, qui est une série de référence, mais qu'on va étudier dans le cas où le module de la raison est supérieur ou égal à 1. Déjà, on a étudié le module qui est inférieur strictement à 1 et qui a donné une convergence. Module strictement inférieur à 1, il donne la convergence parce que tout simplement, on l'a calculé par la limite de la suite q puissance n. Mais ici, on étudie pour module supérieur ou égal à 1. Vous voyez, pour module supérieur ou égal à 1, on l'a vu lorsqu'on a traité lorsqu'on a traité les suites. Pour module de q supérieur ou égal à 1, déjà on a trouvé des cas q égale à 1 converge vers 1 et puis tous les autres là où il y a divergence. Divergence comment? On a q strictement supérieur à 1, c'est-à-dire réel, hein? Ça c'est réel, q strictement supérieur à 1, limite q puissance n égale à plus l'infini, et puis q appartient, je vais décrire l'ensemble, c'est le plan complexe, privé, donc y compris ce cercle-là, mais privé de cette demi-droite. Donc c'est cette demi-droite qui n'est pas là. Cette demi-droite n'est pas là. Avec le point 1 qui n'est pas là. Ça c'est privé, le rouge c'est privé. Mais dans toute cette partie-là, Qn n'a pas de limite. Cette partie-là, tu peux dire alors c'est privé. Donc je vais priver le disque. Privé, donc Q appartient à C privé de l'ensemble Z tel que module de Z est inférieur strict à 1 et union Z privé de tout ça, Z privé de ça. De cet ensemble, union cette demi-droite. C'est C privé de tout ça. Et là, dans ce cas, Q puissance N n'a pas de limite. Dans ce cas, Q puissance N n'a pas de limite. Là, je révise des trucs qu'on a vus dans les suites. Hein. L'essentiel, que dans tous les cas, là où module de Q est supérieur ou égal à 1, notre suite Q puissance N ne tend pas vers 0. Ici, elle converge vers 1. Ici, elle tend vers plus l'infini. Ici, elle n'a pas de limite. L'essentiel, module de Q puissance N ne tend pas vers 0. Très bien, implique sigma Q puissance N, dans ce cas, diverge. Et là, on a trouvé, donc, une fois pour toutes, la condition nécessaire et suffisante pour la convergence de la série géométrique. Et là, on le met dans une proposition juste pour regrouper ce résultat et pour le mettre en valeur parce que c'est une série de références et on doit la connaître par cœur. Donc voilà la proposition qui vous dit alors, c'est la proposition ici 1, 4, 1. La série géométrique converge si et seulement si module de Q strict inférieur à 1. Parce que voilà, on a étudié, on a trouvé pour module de Q supérieur ou égal à 1, ça diverge grossièrement. Et pour module de Q strict inférieur à 1, on a bien vu, on a bien étudié, calculé la somme partielle, on a trouvé que ça converge et même on a trouvé la somme totale. Et la somme totale, voilà, c'est 1 sur 1 moins Q dans le cas de convergence. Très bien, ça c'est une série de références et c'est un résultat qu'on doit retenir bien sûr.
avec la somme de la série en cas de convergence. Donc voilà, ça c'est en cas de convergence, vous avez ça. Très bien. Très bien. Maintenant, la réciproque du résultat. Je reviens à mon résultat. Et on réfléchit à la réciproque. C'est-à-dire, si limite n égale à 0, est-ce que forcément notre série converge? On va dire que non. Et on va prendre un exemple qui est lui aussi un exemple de référence. C'est une série de références aussi qu'on va étudier maintenant. C'est-à-dire, on va prendre un exemple de quoi? D'une suite un qui tend vers 0, mais telle que la série sigma un diverge. Donc, on va prendre cet exemple. C'est la série sigma 1 sur n. Donc, la réciproque est fausse, comme vous le voyez dans la remarque. La réciproque du théorème est fausse. On peut trouver une suite un qui tend vers 0, mais telle que la série sigma un diverge. Donc, et là, c'est une divergence qui n'est pas grossière. C'est-à-dire une divergence grossière, c'est lorsqu'une divergence, on la voit directement dans le terme qui ne tend pas vers 0. Mais lorsque le terme tend vers 0 et la série diverge quand même, ce n'est pas le cas d'une divergence grossière. C'est-à-dire c'est une divergence qui a nécessité une étude pour la prouver. Ce n'est pas une divergence déduite directement du terme qui ne tend pas vers 0. Lorsque le terme ne tend pas vers 0, c'est une divergence grossière, elle est déduite immédiatement. Immédiatement, tu le déduis. Si le terme tend vers 0, et là, tu dois encore creuser et voir pour prouver si c'est convergent ou si c'est divergent. C'est-à-dire tu ne peux rien déduire immédiatement lorsque limite n égale à 0. C'est le cas de ce qu'on va faire maintenant. L'exemple, c'est l'étude de la série. C'est l'étude de la série sigma 1 sur n. Donc, dans cet exemple-là, en étudiant cette série sigma 1 sur n, qui est appelée la série harmonique, on va utiliser la comparaison entre x et log, c'est-à-dire entre 1 sur n et log 1 plus 1 sur n. Donc, pourquoi on va utiliser ça? Parce que si vous voyez, lorsque vous faites 1 sur n qui est supérieur à ça, un type de log comme ça, en somme, il va suggérer des sommes télescopiques. Vous allez voir qu'il y aura des sommes télescopiques qui se créent. C'est-à-dire, on va créer une somme télescopique. C'est pour ça qu'on aime le log lorsqu'il s'agit des trucs comme ça. On a utilisé ça dans les exercices, c'est-à-dire vous l'avez rencontré dans les exercices des suites. Là où il y a un log de cette forme-là, on pense à une somme, lorsqu'il y a des sommes bien sûr, on pense à des sommes télescopiques. Donc là, on compare 1 sur n à ça, bien sûr en se basant sur l'inégalité connue, log x supérieur à log de 1 plus x, pour tout x strictement supérieur à moins 1 bien sûr, en particulier pour 1 sur n qui est supérieur à log de 1 plus 1 sur n. Vous faites alors, donc vous l'utilisez en sommant. Vous sommez, et là ça va être supérieur à ça, et voilà, de 1 à n bien sûr. Et là, bien sûr, vous calculez, c'est log k plus 1 sur log k, c'est log k plus 1 moins log k, c'est une somme télescopique qui finalement donne log n plus 1. Très bien, et ça c'est votre Sn que vous cherchez. Donc, votre Sn, c'est supérieur à log n plus 1. Très bien, mais log n plus 1 qui tend, lui, vers l'infini lorsque n tend vers l'infini. Ça y est, votre Sn diverge, ça tend vers plus l'infini. Et voilà, sigma 1 sur n diverge. Donc, ça y est, sigma 1 sur n diverge. Et sa suite de somme partielle, elle tend vers plus l'infini. Limite Sn et limite Sn égale à plus l'infini. Si vous voulez, voilà, limite Sn égale à plus l'infini. Très bien, donc, ça c'est un exemple. Pourtant, donc ça diverge, pourtant, le 1 sur n lui-même, il tend vers 0. C'est-à-dire le terme lui-même, il tend vers 0. Donc, il ne faut pas imaginer que un tend vers 0 implique que sigma un converge. Ça, il ne faut pas l'imaginer. Il ne faut pas imaginer que le fait que un tend vers 0 va donner que sigma un converge. Donc finalement, vous voyez, c'est loin d'être la convergence de un qui donnera la convergence de la série. C'est pour ça que j'ai dit, ne pensez pas à la convergence de un. Il y a un seul cas utile. Si un ne tend pas vers 0, ça donne que sigma un diverge. Donc le seul cas utile. Donc, un seul cas utile, c'est lorsque, comme on a dit, lorsque un ne tend pas vers 0, donc on l'a expliqué ici, lorsque un ne tend pas vers 0, donc si un ne tend pas vers 0, c'est le seul cas utile. Seule utilité. Ça, c'est la seule utilité de cette convergence grossière.
Donc le seul cas utile, c'est lorsque UN ne tend pas vers 0 pour dire que sigma UN diverge. Mais si UN converge ou si UN même tend vers 0, ça ne veut jamais dire que votre sigma converge ou autre. Ça peut diverger, ça peut converger. Bien sûr, si vous savez que ça tend pas vers 0, ça c'est immédiat, ça diverge. Mais les autres cas, vous n'avez aucune idée. L'essentiel que, surtout lorsque UN tend vers 0, là vous n'avez aucune idée. Donc, si vous savez que UN converge, ça ne converge pas vers 0, très bien, vous savez que sigma UN diverge. Si vous savez déjà que UN diverge, un cas particulier, UN diverge donne sigma UN diverge. Parce que déjà UN diverge veut dire que UN ne tend pas vers 0. Donc, les sous-cas de UN ne tend pas vers 0 seront utiles. Donc, UN diverge implique sigma UN diverge. Donc, ça c'est clair parce que UN ne tend pas vers 0. Déjà, en sommant des trucs divergents, on n'a pas l'espoir d'avoir un truc convergent. Hein. Donc, vous voyez ici, avec les 1 sur n, donc vous sommez des 1 sur n comme ça, 1, puis 1 et 1 demi, puis 1 demi, 1 tiers, et là vous avez l'impression que c'est de plus en plus petit, donc en Sn ça arrive à 1 sur n, mais ça nous surprend, et finalement ça tu arrives à 1 tiers, mais ça nous surprend, et finalement ça diverge, ça ne converge pas. Donc on l'a vu maintenant, c'est la série harmonique. Donc elle donne la surprise de diverger au lieu de converger, même si on a l'impression que le stock est de plus en plus petit. Vous voyez votre stock ici et vous croyez que c'est de plus en plus petit, mais ce n'est pas le cas.